Bienvenue pour ce nouveau webinaire que TechnoFuturTech a le plaisir de vous proposer aujourd'hui. Un webinaire digital marketing. Vous avez l'habitude, on vous en propose assez régulièrement tout au long de l'année. Et aujourd'hui, comment ne pas passer à côté du thème phare depuis des mois, déjà des années presque. L'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on va s'intéresser justement au monde des influenceurs. Et comment ce monde va-t-il s'adapter, et s'est-il déjà adapté à l'intelligence artificielle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette présentation du jour, je vais présenter mes experts, mes invités du jour. Il s'agit d'Émilie et de Jacques. Bonjour à vous deux. Honneur aux dames. Émilie, je vais te demander, pour notre public qui ne te connaît pas, même si ce n'est pas la première fois que tu viens ici, peut-être certains t'ont déjà vu, de te présenter, de nous dire qui tu es. Donc, je suis Émilie Le Cire, j'ai une agence de communication marketing Elixir depuis 10 ans, ça ne nous rajeunit pas. Je viens de créer aussi Galaxy IA, qui est une académie, en tout cas qui vise à promouvoir tout ce qui est IA et esprit critique. Je pense que c'est vaguement utile actuellement. Dont d'ailleurs mon compère Jacques, ici présent, est l'un des pères fondateurs de cette belle académie. J'aime bien le terme père fondateur. Ça fait déjà très sage, hein. Ouais. Donc voilà. Ça lui va bien. Oui, qui lui va bien. Je trouvais aussi. Et par ailleurs, je donne cours à l'ICHEC. On est tous les deux co-directeurs du certificat en marketing digital. Et voilà. Jacques, est-ce qu'il y a besoin de te présenter? Parce qu'Émilie l'a déjà un peu fait. Les gens, le monde qui côtoie un peu TechnoFutur doit te connaître aussi. Tu es vraiment notre expert marketing digital et surtout aspect RGPD. Ça, tu es plus que l'expert, tu es le pape du RGPD. Dieu. Là, je ne suis pas le père fondateur. Mais donc voilà, c'est un peu ton on va pas dire ton CV parce qu'il est très large, mais en quelques mots, comment te résumer? Oui, effectivement, au niveau professionnel, donc j'ai une boîte de conseil qui s'appelle Foreign Partners qui travaille beaucoup dans le domaine du RGPD, mais on a aussi des projets, notamment d'intégration d'IA dans un certain nombre d'organisations et tout le monde, on s'est intéressé aussi à cette évolution-là. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle on organise cette série de webinaires dont on parle. Il y en aura d'autres qui vont suivre à la rentrée, justement à l'arrivée de l'IA, en particulier dans le marketing digital. Et c'est devenu effectivement relativement incontournable. Donc, il vaut mieux s'y intéresser. Et d'ailleurs, du coup, thématique du jour, les influenceurs. Donc, à la question, les petits sondages qu'on a posés, suivez-vous des influenceurs ou même des IA influenceurs? 40% nous disent juste des influenceurs, 30% les deux, 30% ni l'un ni l'autre. Donc, comme ça, on a un public assez éparse. Et alors, utilisez-vous l'IA dans votre communication quotidienne? 33% nous disent oui, c'est mon allié du quotidien. Et puis après, c'est que des 22%. Certains disent de temps en temps, d'autres très rarement et d'autres non, jamais. Donc, on a vraiment un public qui représente, on va dire, un peu... Et ouais, c'est ça, tout à fait, quel beau mot. Mais c'était le mot à placer, c'est pour ça que je le place au début. Tu as ta petite liste dans le banc de tout ce que tu as. Et peut-être avant de rentrer dans la présentation et d'afficher les slides, peut-être pourquoi déjà l'idée de ce webinaire et de se dire, tiens, ce sujet-là, les influenceurs à l'ère de l'intelligence artificielle. J'aime bien ce sujet parce que en fait on a vu que les influenceurs prenaient de plus en plus de place et puis j'en profite aussi pour remettre l'église au milieu du village puisqu'on parlait de Dieu tout à l'heure. Je reste voilà, bref, c'était ma parenthèse. Non, parce qu'en fait actuellement avec ce qui se passe au niveau de l'IA, de la communication, d'être capable de créer un contenu de fou furieux en un temps record. La question est comment j'affiche ma visibilité, comment je gagne en crédibilité. Et donc j'ai pris la thématique des influenceurs, non pas d'un côté influenceur, je fais le tour du monde, je me fais remarquer, j'essaie des produits, mais vraiment influenceur. Et on le verra d'ailleurs, c'est un peu l'une des thématiques du jour, c'est je deviens un leader d'opinion ou je disparais. Émilie, je vais nous partager ta présentation à l'écran et tu en as la main mise. Et voilà, Jacques rebondira. Et moi, si j'ai des questions qui viennent du public, je te les ferai parvenir. Donc, comme je le disais, en fait, c'est comment devenir un influenceur à l'ère de l'IA avec ce côté, non pas prendre le mot influenceur comme beaucoup le condamnent. D'ailleurs, je suis sûre que dans le sondage, quand tu as demandé qui suit des influenceurs,
Ceux qui ont répondu, moi je n'en suis pas. Mine de rien, quelqu'un qui fait des podcasts, qui donne des infos sur l'actu, qui est un influenceur. Donc, nous sommes tous des influenceurs. Exactement. Pour notre audience à un moment donné, tu es toujours quelque part un influenceur pour quelqu'un. Donc on va évidemment voir la définition et revenir à ça de quoi est-ce qu'on parle, mais c'est vraiment dans ce côté je prends la parole pour dire quoi, si je la prends évidemment, et si je la prends pas, comment que je fais dans le monde qui arrive ou gouverner quelque part par l'IA, par la visibilité. Et donc c'est vraiment ce dont on va discuter aujourd'hui. Et en fait, je suis venue effectivement, Adrien, on en discutait ce matin, et 1 an et demi, un truc comme ça, pour discuter justement de l'IA, enfin en tout cas des micro-influenceurs. Et donc en fait, j'ai repris en tout cas certaines définitions pour que tout le monde parle bien de la même chose. Et à partir de là, on va vraiment mettre tout ce qui est intelligence artificielle et discuter de what's next en fait, enfin what's next, ou qu'est-ce qui se passe maintenant. On va essayer de comprendre vers où on va joyeusement, rapidement. Donc je te laisse peut-être me dire si jamais il y a une question, je serai moins attentive à ça. Oui, c'est bon. Je regarderai. Tu regarderas, tu es au taquet. Ton binôme. À mon avis, il faut que tu cliques la première fois, c'est toujours un petit peu. Voilà. Mais donc, une petite définition quand même pour qu'on passe tous sur un pied, on va dire, d'égalité. Bien sûr, tout à fait. Donc, c'est quoi être un influenceur ? C'est c'est une personne qui, grâce à son exposition sur Internet, a une influence sur les internautes qui le suivent et sur leurs décisions d'achat. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est sur Internet, être un influenceur. Et après, tu peux utiliser d'autres médias. C'est pas réservé, tu peux très bien, tu peux être on stage, on le verra. Je vous ai donné, plus tard, je vous parle de toute une série de AI influenceurs, et vous verrez que ils se confortent dans la vraie vie. On les voit sur scène avec des gens connus, mais voilà, je vous en dis pas plus. Donc il a une influence sur les internautes. Là aussi, on va réfléchir à c'est quoi finalement avoir une influence pour un influenceur. Et donc qui le suivent, et sur leurs décisions d'achat. Donc là, on a bien compris que derrière, c'est pas juste faire passer de l'information. Le côté marketing arrive maintenant. Oui, mais parce que pourquoi ? En fait, c'est rigolo parce qu'en fait, les gens se disent, tu passes à la TV, donc t'es connu et t'es riche. Et en fait, c'est le syndrome de la blouse blanche. Tout comme t'écris un livre, même en auto-édition, ça fonctionne. C'est que t'es un expert en auto-édition, et tu fais vite des vidéos. C'est que tu réussis et que ton business réussit, alors que, rappelons-le, YouTube est ta propre chaîne. Et donc, il y a toute une série, ou des webinaires, c'est pareil. C'est ça. Tu vois, et donc c'est, là aussi, tu m'invites, donc je suis expert dans mon domaine. Ok, fine, mais ce serait intéressant de faire des recherches par ailleurs en disant qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, je suis spécialisée dans mon domaine. Et donc, le fait d'être à l'échec, le réseau, c'est toute une série de choses qui permettent de dire, ok, peut-être qu'elle est pas trop nulle dans son domaine. Ça. Mais en fait, on fait rarement ça dans les influenceurs. C'est ok. En gros, il passe à la télé où il fait une vidéo, et donc par définition, il est connu. On voit qu'il y a des millions de vues. Rappelons-le, les millions de vues peuvent très bien être des robots. Et by the way, faire des vidéos ne fait pas en sorte que tu gagnes de l'argent. Si tu ne vends pas dans ces vidéos, tu ne gagnes pas d'argent. Tout ce que tu as potentiellement, c'est des haters, des lovers aussi, mais pour lesquels tu dois gérer quelque part le service. Après non-vente, en tout cas le conversationnel. Donc il y a vraiment ce côté, c'est un business model. Si tu fais des vidéos et que tu n'as pas de business model, tu ne gagnes pas ta vie, donc tu ne peux pas être influenceur. C'est aussi simple que ça. Et d'où l'intérêt aussi d'exercer son esprit critique, comme tu l'as dit aussi déjà pour l'intelligence artificielle, mais aussi sur des sujets comme celui-là, de dire tiens, qui est-ce qu'on a en face de nous, Exactement. En quoi est-ce qu'il est expert, en quoi est-ce qu'il est à même de me parler de cette thématique. Et ça, c'est vraiment un des éléments importants, et en particulier avec les influenceurs virtuels. Les influenceurs créés par les IA dont on reparlera, mais c'est effectivement de regarder, mais finalement, qui est-ce et de voir, parce que créer une chaîne YouTube, je dirais avec 3 neurones, on peut y arriver, et donc, 4. Et donc, c'est pas ça nécessairement qui va créer l'expertise, et on voit ça souvent avec nos étudiants aussi, c'est de dire, mais notamment tout ce qui est fake news, etc., de dire, mais est-ce que vous avez vérifié qui l'a dit, d'où ça vient, comment ça a été commenté, et donc, surtout aujourd'hui, je crois qu'en particulier par rapport aux influenceurs dont le but est de nous influencer, et on sort d'une période électorale, c'est pas, on va rentrer dans une autre, donc c'est pas inintéressant d'avoir ce genre de réflexe de vérification derrière. Tout à fait. Donc ça, c'est pour la petite définition, on va dire, comme on part tous sur un pied d'égalité sur ce qu'est un influence. Tout à fait.
Donc, c'est ce que je disais, donc Internet, le nombre d'abonnés, puisque forcément, le nombre d'abonnés va permettre à l'influenceur de se dire qu'il touche plus de gens, mais donc ça veut dire que s'il est payé pour vendre des produits, des services, ça peut être aussi des voyages dans un hôtel, ça peut être toute une série de choses. Au plus il a d'abonnés, a priori, au plus il est payé. Et c'est là où c'est un peu tricky, c'est que dans la mesure où c'est pas parce que tu as plein d'abonnés que pour autant tu as une influence sur la décision d'achat. Et c'est pour ça qu'on on revient sur tout ce qui est micro-influenceur, c'est a priori au plus tu es proche de la personne, au plus tu as une influence sur ses décisions de suivre, d'acheter, mais ça peut être aller dans un restaurant, ça peut être aller acheter un livre. Quand on y réfléchit, on est influenceur, mais toute la journée. Donc on va à tel restaurant parce qu'on nous a dit que c'était super top. On lit tel livre parce que c'était extra. Et puis même on achète le nombre de personnes. Sur base d'avis clients. Exactement, les recommandations. Sites, exactement, tout à fait. Donc en fait on est influencé tout le temps pour acheter différentes choses. Alors certains diront oh oui mais bon moi quand je recommande un livre c'est pour faire plaisir. Ok fine. Mais en fait a priori si on pousse le business model, on pourrait se dire, et d'ailleurs, ça s'appelle l'affiliation, ça existe. Amazon, tu peux être affilié à Amazon, tu recommandes des produits qui te plaisent, et by the way, tu n'es même pas obligé, tu peux dire qu'il te plaît sans même l'avoir essayé. On parle éthique avec un professionnel, mais en gros, tu cliques sur des liens, des cookies se déposent sur ton ordinateur, et donc pendant 24 heures, tout ce que tu achètes, la personne qui t'a passé le lien à la base pour Amazon touche une commission dessus. Voilà. Donc ça s'appelle l'affiliation et donc c'est avoir plus d'un plus grand gâteau. D'accord. C'est le principe. Et on va voir d'ailleurs, tu as des chiffres justement, une petite pyramide qui explique bien à quel point plus on est proche des gens et plus l'influence d'achat est grande. C'est ça. Et ce qui ne veut pas dire que quand tu as une grosse audience, tu n'as pas d'influence d'achat. Simplement, il y a des outils qui permettent de valider finalement est-ce que l'influenceur existe bien et est-ce qu'il a vraiment de l'impact. Et donc là, il faut vraiment, si vous travaillez avec des influenceurs, en tout cas, il faut vraiment en tenir compte, d'autant plus qu'au plus ils sont gros, au plus ils demandent cher. Donc si derrière, tu n'as pas des KPIs et des choses qui te permettent de mesurer finalement l'influence et son lien jusqu'à l'achat, tu risques de le payer cher et vilain pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ça reste toujours la fameuse, le choix entre la qualité ou la quantité finalement. Qu'est-ce qu'on veut? Ouais, tout à fait. Oui, et la crédibilité aussi qu'on va accorder à l'influenceur. Effectivement, plus il est proche, plus il nous a déjà conseillé des choses intéressantes, plus on va avoir tendance à le suivre aussi. Et sachant que la tendance aussi à la publicité institutionnelle classique, 20 mètres carrés et autres, c'est en chute libre. Et que les gens suivent aujourd'hui beaucoup plus leurs copains, les gens qui connaissent, les gens qu'ils fréquentent et donc leurs influenceurs, qu'ils soient petits ou grands, que la publicité institutionnelle qui finalement rappelle que la marque existe. Ouais. Mais c'est en plus, quelque part. Ouais, c'est ça. Et il y a guère de valeur ajoutée derrière la marque. Moi, dans ma communauté, je propose que des choses que j'ai testées et que j'ai adorées. C'est ça. Et donc, forcément, le taux d'achat est très grand. Mais par contre, c'est les yeux fermés. Parce qu'en fait, ma communauté est composée, et a priori, c'est le principe d'une communauté de gens qui, de près ou de loin, te ressemblent, ou veulent te ressembler. A priori, c'est pour ça qu'on suit aussi des influenceurs, que ce soit au niveau du contenu ou de la personne. Soit on les suit parce qu'on a envie de leur ressembler, soit on les suit parce que le contenu nous intéresse. Et a priori, c'est les deux. C'est ça. Bon, après, parfois on suit des gens que parce qu'on veut leur ressembler, même si ce qu'ils disent est un petit peu... mais bon. Et donc, il y a vraiment ce réflexe de choisir sur le volet ce qu'on consomme comme information. Et quand on sait que l'une des principales sources d'information, en tout cas des jeunes, c'est TikTok, et que donc ils sont donc shootés à la dopamine non-stop. Le côté esprit critique, en tout cas réflexion, il est un peu en retrait du coup. Voilà. On va dire ça. Bon, on va regarder justement dans tes slides. Je pense qu'on a les chiffres ici. À partir de quel moment est-ce qu'on est considéré comme un top influenceur ou plutôt un micro-influenceur? Voilà. Donc là, c'est plutôt une pyramide un peu fun pour avoir une idée un peu de se retrouver. Donc c'est nano-influenceur, c'est en dessous de 3000 abonnés. Et puis, tu as les micro-influenceurs, middle influenceurs, macro-influenceurs, top influenceurs et célébrités. En sachant que finalement, encore une fois, peu importe le nombre d'abonnés qu'on a, la question qui se pose, c'est est-ce que je les amène à l'achat si je veux en faire un business durable finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire cette communauté? C'est pas une fin en soi d'avoir une communauté, parce que plus tu as de personnes, plus tu as de lovers et plus tu as de haters. Et ça a même des conséquences indirectes. Écoutez, ce matin, une interview sur la citation en flamand, le gars qui va représenter le PTB à Anvers,
mais il est devenu le premier sur la liste inverse parce qu'il a 1 million de followers sur TikTok. Jordan Bardella, c'est... Ouais. Donc, il y a des influences indirectes, c'est-à-dire que finalement, les décisions se prennent à dire, puisqu'il a une communauté, donc c'est quelqu'un d'important. Donc, alors qu'avant, on parlait du nombre de votes, qui est aussi un indicateur, mais ici, finalement, c'est, non, on va positionner les gens en fonction de leur communauté qu'ils ont créée. Bon, là, c'est un exemple politique, mais donc, les effets indirects sont intéressants aussi. Ouais, ça a clairement un énorme impact. Et justement, comme on le disait tout à l'heure, c'est que plus on va être, on va dire, bas dans cette pyramide, mais plus on aura confiance justement dans des décisions d'achat. A priori, oui. Mais si et seulement si, la personne sait vendre, encore faut-il qu'elle, voilà, que, tu vois, parce que c'est bien de collectionner tous les abonnés, mais au final, qu'est-ce que t'en fais? C'est ça. Et quelque part, il faut voir aussi si la personne que tu suis, c'est pas parce que tu apprécies ce qu'elle dit que forcément tu apprécies ce qu'elle vend. Et d'ailleurs, ce qui est passionnant avec cette thématique-là, et c'est pour ça que j'en viens aux AI influenceurs, c'est qu'on verra par exemple que le taux d'engagement chez les AI influenceurs est 3 fois plus important que chez les humains. Ah ouais. Et donc, moi, j'ai que ces sujets qui piquent un peu aujourd'hui parce que je pense que c'est nécessaire de taper un peu un gros coup dans la fourmilière dans ce côté. On n'a plus le choix. En fait, devenir des influenceurs, choisissez la définition que vous voulez des influenceurs, mais en gros, soit vous prenez la parole et vous sortez de l'ombre, soit vous disparaissez. Et ce postulat, il est basé entre autres sur le fait que là, pour l'instant, on fait encore certaines recherches par Google. Bientôt, ce sera que par ChatGPT. La question, c'est comment plaît-on à ChatGPT et apparaît-on dans les résultats de recherche, sachant que c'est Bing et qu'on ne connaît pas encore ce qu'il faut faire pour apparaître. Sachant que les personnes, en règle générale, quand ils utilisent ChatGPT, ne vont pas valider l'information. Ils la prennent comme ça et par-delà, comme des bienheureux, et travaillent là-dessus. Et donc, la seule possibilité, c'est sortir aussi de ChatGPT et faire en sorte d'arriver sur YouTube ou des plateformes de podcast ou des blogs, mais il faut être connu. Et donc, dans la vraie vie, comme sur le web, la question se pose et pour moi, il y aura des célébrités et des stars, peu importe la définition qu'on en met, soit les personnes qui disparaissent. Okay. C'est tout. Il y aura plus d'entre-deux. Donc, c'est un peu le sujet du jour au travers des influenceurs et de ces thématiques de leaders d'opinion. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions à nous les poser, on est évidemment là pour ça. Je te laisse continuer. Donc là, voilà, c'est ce qu'on disait, finalement, peu de visibilité, mais un engagement plus élevé. En même temps, si tu vends moins, mais que tu as 1 million ou 10 millions de followers, tu gagneras toujours plus que si tu en as 300, même si les 300 achètent, quoi. C'est un petit peu, c'est assez mathématique. Donc, les limites de ces définitions, comme je le disais, c'est le nombre d'abonnés qui peuvent être des robots et la décision et l'influence d'achat avec un outil qui est Hype Auditor que je vous ai mis, qui est un outil de validation de est-ce que cette personne existe bien et son taux d'engagement et toute une série de statistiques qui permet de valider la personne qui est derrière ce qu'elle dit être. Donc, Hype Auditor, c'est donc un robot qui va décider si nous sommes des humains. Il mesure toute une série de variables différentes, mais on en vient là. Finalement, décider. C'est drôle de se dire que finalement, la validation de l'humain va passer par une IA. C'est un peu comme quand on a les CAPTCHA, où finalement, c'est un robot qui nous demande de vérifier si on est un humain. Donc, et la validation de est-ce qu'on est un humain ou pas, on la confie à une IA. Donc, c'est éthiquement et intellectuellement intéressant. Oui, on arrive à un switch où c'est bon. Faut aimer l'absurde, quoi. Ouais. Alors, ça, c'est une question que j'aime beaucoup. Enfin, c'est des questions que j'aime beaucoup. C'est pourquoi est-ce qu'on veut devenir un influenceur? Donc, en tant que tel, on aime beaucoup, Jacques et moi, on est très dans tout ce qui est plutôt authentique. Enfin, voilà, on aime bien apporter notre pierre à l'édifice sans pour autant avoir une salle remplie de millions de personnes qui crient notre nom, je pense. Il faut être réaliste. Oui, il faut être réaliste. Et puis, c'est surtout, il y a ce côté, beaucoup de personnes n'osent pas être visibles, n'osent pas faire des webinaires, n'osent pas faire des vidéos. Et donc, il y a un côté, si vous souhaitez être influenceur, il y a vraiment des choses à mettre, me semble-t-il, à plat. Et que vous sachiez que si vous le faites pour être aimé, voilà. A priori, on a, je crois, 33% d'haters, 33% de lovers, 33% qui s'en foutent, et 1% vous mettez où vous voulez. Tu te rappelles ce que c'est que les lovers et les haters? Oui, c'est des gens qui vous apprécient, et puis c'est des gens qui vous insultent, jusqu'à virer troll gratuitement, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est aussi le fait que aujourd'hui, quelque part, pour exister, ça devient quasiment incontournable.
Et il y avait un chasseur de tête récemment qui m'expliquait qu'en fait, dans les critères de recrutement aujourd'hui, ils vont voir les communautés, notamment sur LinkedIn, et quelqu'un qui a, et même dans des collaborateurs à des encore juniors, si quelqu'un a 4 followers sur LinkedIn, on l'engage pas. Donc c'est le fait d'avoir une communauté, d'avoir un réseau, est vraiment devenu quelque chose qui est quasiment devenu obligatoire. Quelque part. C'est un des critères. Quelqu'un qui est tout seul dans son coin, et je dirais même des chercheurs, des philosophes qui ne passent pas nécessairement au public, ils ont quand même des publications, des followers, etc. Donc pour aller plus loin dans les questions d'Émilie, j'aurais été là, c'est qu'est-ce qui vous empêche de l'être quelque part? C'est presque devenu obligatoire. Et donc, si vous voulez exister, vous devez passer par là. Et puis, bon, il y a toute une série de freins sur lesquels tu reviendras, mais c'est devenu vraiment essentiel. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, nous sommes tous des influenceurs, à l'échelle. À notre échelle, oui. Déjà. Et même si quelqu'un qui, par hypothèse, n'était même pas dans les réseaux et autres, je sais pas, il influence sa famille quand au dîner de Noël, il a dit qu'il a lu un bouquin intéressant. Donc, même si c'est 4 personnes. Je pense qu'il y a vraiment cette réflexion à avoir, parce que quand je t'entends dire il faut le faire pour exister, c'est vraiment faire la part des choses en disant, mais en fait, il faut voir ça, à mon sens, comme un jeu. C'est un jeu professionnel, ça fait partie intégrante de votre profession, quelle qu'elle soit finalement. Vous êtes sales, c'est pareil, comptable, c'est pareil. En fait, vous changez de carrière, c'est pareil. En fait, votre réseau va vous suivre, donc autant jouer le jeu en choisissant précisément ce que vous partagez et en vous rendant compte que quand vous partagez, et vous partagez ce que vous croyez, vous partagez, pour moi en tout cas, c'est la contribution à quelque chose que j'espère être mieux, de donner un peu ce que je pense professionnellement, devoir donner. Et en même temps, de savoir que ce n'est pas votre vie qui est en jeu, et entre nous soit dit, que vous publiez ou que vous publiez pas, le monde va pas s'arrêter de tourner. Et si vous publiez et que vous avez fait une faute d'orthographe ou que c'est pas parfait, ou en fait, je vous rassure, en fait, le monde va continuer à tourner. Et il y a vraiment pour moi cette présence d'esprit à avoir en se disant OK, il faut vous mettre en place des rituels pour pouvoir, et une méthode pour pouvoir le faire régulièrement, avoir des outils de planification qui fait que vous pouvez vivre votre vie de tous les jours en disant OK, je poste régulièrement et je partage régulièrement ce en quoi je crois et ce qui m'intéresse, faisant de vous et créant finalement une communauté de gens qui vous ressemblent, parce que c'est un peu finalement l'objectif d'une communauté. Et à côté de ça, de pouvoir garder qui vous êtes au fond de vous, vos moments avec des amis. Enfin, je veux dire, moi, jamais vous verrez ce que je mange, ni les vacances avec mon fils. Mon fils n'est pas sur les réseaux sociaux, pas une seule photo. Et je partage ce en quoi je crois, des citations, des choses drôles. Enfin, je systématiquement, quand tu me tagues quelque part, je vais répondre avec un truc marrant, parce que j'estime que la vie doit pas être prise au sérieux. Maintenant, en attendant, les personnes qui sont autour de moi, si tu veux de mes nouvelles, tu m'appelles. Il y a pas ce côté je te partage ma vie, j'ai besoin d'avoir une validation extérieure par rapport à comment je mène ma barque. C'est ça. Et donc à partir du moment où on comprend ça, en fait tout devient un jeu, on trouve les outils adéquats et votre communauté, elle grandit malgré vous en fait. Ouais. Donc voilà, savoir ce qu'on veut y mettre et puis pas trop se mettre de pression aussi, parce que parfois on se dit si je vais pas mettre tous les jours quelque chose, je sais pas si j'aurai l'idée, etc. Et faites ce que vous avez envie finalement. Ouais, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en amont sur tout ce qui est tout ce qui est calendrier éditorial et autres. C'est en fait pouvoir c'est le principe de l'actu chaude et de l'actu froide. L'actu chaude c'est l'actu froide c'est a priori je pense que cette année Père Noël viendra le 6 décembre. Pull de Noël, là on est plutôt sur de l'actu chaude, c'est-à-dire qu'on peut préparer le post en avance, mais pour avoir la photo en tant que telle du pull de Noël, il faut que votre équipe porte le pull de Noël. Par contre, a priori, les soldes, si je ne m'abuse, ce sera en juillet et en janvier, quoi. Ça c'est des posts et c'est de l'actu froide qu'on peut préparer en amont, qui font que même si on ne publie pas, on publie. Parce qu'on a les bons outils. On a planifié. Voilà. Et donc là-dedans, c'est ne pas aller chercher la reconnaissance, ne pas se dire « Ah, j'ai pas de like, tout le monde s'en fout de moi, personne ne m'aime. » Non, en fait, malheureusement, j'ai quelque chose de très dur à vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand vous postez, le reste du monde continue à exister et la Terre continue de tourner. Donc en fait, parfois, vous postez et c'est pas intéressant parce que c'est
pas au bon moment, parce que les étoiles ne sont pas alignées, parce que quelqu'un a posté quelque chose en même temps que vous, parce qu'en fait, c'était pas la bonne heure. Bon, peut-être parfois c'est pourri en fait. Il faut aussi l'admettre. Faut savoir, voilà, faut le savoir. Faut tester. Mais en fait, c'est pour ça que je pense que si vous appréciez votre communication, ben en fait, au moins vous avez ça de gagner, quoi. Si vous-même vous trouvez que ce que vous faites c'est qualitatif, ben, a priori ça devrait donner des bons résultats. Si vous-même vous trouvez barbant ce que vous partagez, sincèrement, ne partagez pas. Oui, c'est un bon principe de base, de très base. Suivre la joie en fait. Oui, et puis tenir compte de son public aussi. C'est vrai que pour les gens qui sont dans des fonctions plus techniques ou plus, il faut aussi essayer de sortir un peu de son cadre habituel et donc si c'est parfois étonnant de voir des vidéos hyper techniques où après 10 secondes on ne comprend pas ce qu'ils racontent, quoi. Donc je veux dire, il y a aussi une façon de faire, mais ça c'est des choses qui sont quand même relativement basiques, mais effectivement c'est être présent, la planification, oui, ça, on n'a rien à faire pendant 2 heures, on peut se planifier son poste de Noël. Tout à fait. Surtout qu'il fait 30 degrés aujourd'hui. Oui, c'est bien choisi. On se dit ouais, aujourd'hui, ça sent Noël. Allez, on fait notre poste. Donc oui, avoir des amis. Donc là aussi, on parlait de haters, etc. Donc ne pas se dire qu'une communauté égale une grande famille. Et d'aller chercher finalement ce qu'on est censé y chercher et y trouver. Avoir de l'impact, en fait, c'est quoi l'impact ? Comment est-ce qu'on mesure l'impact ? Et en fait, souvent, on confond, on n'a pas vraiment de KPIs et d'objectifs, et on se dit, si j'ai plein de gens qui me suivent, du coup, j'ai de l'impact. En fait, non. Est-ce que c'est aussi la mesure ? Est-ce qu'ils ont regardé ? Est-ce que c'est des impressions ? Parce qu'on voit les impressions et les stats au niveau des impressions, c'est pas pour autant que tu as beaucoup d'engagement. L'impression pour le non-initié, c'est le fait que quelqu'un l'ait vu passer. Voilà. Donc vous ouvrez votre fil LinkedIn et puis vous scrollez sur tout ce que vous verrez passer, c'est une impression. Donc voilà, ça veut dire maintenant, qu'est-ce que les gens en ont fait, s'ils ont retenu quelque chose. Voilà. Et cette notion d'impact, elle revenait dans la définition qu'on avait plus tôt aussi. Tout à fait. Tout à fait, et c'est vraiment, en fait, on fonctionne avec tellement d'aperçus et en plus d'émotions, d'a priori, qu'en fait, on oublie de mettre vraiment des chiffres, des KPIs et des objectifs, et en fait, on mêle qui on est avec ce qu'on ressent dans une espèce de communication vers une pseudo-destination, et donc quelque part, après, on fait, ça marche pas, franchement, ça me convient pas, et ça me rend un peu malheureux, voire misérable. Et en fait, c'est parce qu'on a juste tout mélangé. Et c'est pour ça que, je trouve, et j'insiste, tu vois, pour justement repasser sur ce slide, parce que c'est de se dire, ne confondez pas ce que vous voulez y trouver, quoi. Faire passer vos idées, vos valeurs, là aussi, c'est vachement chouette. Mais quand vous faites ça, vous savez devant vous qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord. Donc, par définition, ne prenez pas la parole et ne vous positionnez pas si vous n'êtes pas prêt à avoir des haters. Je veux dire, et il y a des gens pour gérer ça. Est-ce qu'on en a déjà pleuré ? Enfin, oui, clairement. Moi, j'en ai déjà pleuré. Il y a des gens qui gèrent les commentaires YouTube, etc., pour lesquels tu ne vois pas. Donc, c'est des services qui sont somme toute fort importants. Donc, c'est bon de savoir que ça existe. Et ce qui pourrait rejoindre ça aussi, c'est du coup, faites quelque chose dans lequel vous êtes convaincu. Parce que si vous avez des haters qui viennent sur des choses sur lesquelles vous n'êtes pas vraiment convaincu, vous n'avez pas de la répartie ou des arguments avancés derrière, c'est plus compliqué. Et aussi la nécessité d'entrer dans une conversation, parce qu'il n'y a rien de pire aussi que des gens qui postent. Il y a 23 commentaires, ils ne répondent pas. Donc, a priori, on faisait une fois, 2 fois, le troisième fois, on dit, de toute façon, ça ne sert à rien, quoi. Et malheureusement, c'est assez fréquent dans le monde politique où il y a pas de eux qui postent un truc et puis après ça, il y a 350 commentaires et pas jamais de réponse. Et donc, c'est un peu comme si c'était la communication traditionnelle. Donc, je mets un 20 mètres carrés en rue et puis je m'en vais, quoi. Oui, mais le principe, c'est une communauté, c'est des gens à qui on parle aussi. Et donc, il faut, alors maintenant, je dirais, il faut pas commencer à faire des discussions avec les trolls parce que sinon, ça va devenir un peu compliqué. Mais fondamentalement, quand il y a des gens qui disent quelque chose, d'abord, ça peut les faire rentrer dans notre communauté, peut-être des gens intéressants, peut-être des gens à suivre. Donc, il y a le côté pote et le côté conversationnel derrière aussi. Tout à fait. Donc voilà, et sur le côté en plus syndrome de l'imposteur, etc. Si tu parles de quelque chose que tu maîtrises bof, pour lequel tu te sens pas spécialement légitime et que tu te fais dézinguer,
ça devient douloureux, quoi. C'est se tirer donc là, une grosse balle. Voilà, donc il faut vraiment choisir ces sweet spots et puis ce qui nous anime et ce qui nous passionne, en fait. C'est ça. Donc voilà, le côté gagner de l'argent, là aussi on l'a vu, s'il n'y a pas de business model, vous ne gagnez pas de l'argent. Ça c'est très simple. Laisser une trace, ça c'est le côté contribution et créer un monde meilleur. Moi, a priori, je pense que c'est l'objectif number one, a priori, de prendre la parole. Alors tout le monde n'a pas la même vision d'un monde meilleur. Ça devrait tendre, à mon avis, non pas vers, ça c'est ce que je crois, non pas vers un business model financier, mais de voir comment ce que je fais et ce que je propose, d'une manière ou d'une autre, rendre le monde meilleur. Mais ça c'est finalement très personnel, mais je trouve que la question doit être adressée. Il y a une remarque de Mélanie dans le chat qui dit « Je remarque aussi une tendance de plus en plus prégnante qui est de reprocher, entre guillemets, aux influenceurs de ne pas prendre position face à de grands sujets sociaux de l'actualité chaude, par exemple le conflit israélo-palestinien, et ce n'est pas toujours facile à gérer. » J'ai envie de dire, comme dans toute guerre ou tout conflit, il y a autant de points de vue que de partisans. C'est ça. Donc, tu veux prendre position, pourquoi? Et puis les problèmes, d'abord je crois qu'il faut, il y en a il y a eu des cas notamment dans les sportifs à la Coupe du Monde, l'Euro plutôt, qui ont dit, moi je suis footballeur. C'est ça, j'allais rebondir avec cet exemple. Il y en a qui ont pris rebondir. Il y en a qui ont pris position, qui se sont fait tuer. Mais je crois qu'il faut effectivement trouver les limites. Alors et aussi il y a le côté compétence. On a quand même beaucoup vu, notamment pendant le Covid, où on avait des docteurs en épidémiologie parce qu'ils avaient posté trois posts sur Facebook. Je crois qu'à partir du moment où on commence à donner son avis, a priori, ça serait intéressant d'avoir quand même un minimum de compétences. C'est ça. Et je crois qu'il n'est pas mauvais de temps en temps de dire, écoutez, ça sort de ma zone de confort. Je connais pas, je sais pas. J'ai peut-être des prédispositions, notamment au niveau politique. Mais voilà, ça c'est les miennes, comme la religion ou autre. On a chacun ses opinions philosophiques, et bien on n'est pas obligé de les partager avec la terre entière. Mais je crois que c'est effectivement il y a une tendance à aller vers ça, mais je crois qu'il faut que les influenceurs, justement, pour rester une crédibilité, parce que pour reprendre l'exemple du conflit israélo-palestinien, c'est clair que si on a un influenceur qui a 1 million de followers qui prend position, il va en perdre 300 000. Parce que s'il prend la position d'un côté, il va perdre ceux qui sont contre. Ouais. Et donc, quel est l'intérêt finalement? Et en quoi, en plus, sa position d'influenceur à Dubaï ou virtuel ou ailleurs va influencer clairement le conflit? C'est ça. Donc je crois qu'il faut effectivement essayer de rester dans son cadre. Et puis les informations qu'on a sont des informations qui sont rapportées. C'est quoi la validité de la source? Et puis, l'esprit critique, encore une fois. L'esprit critique, ça veut dire que de plus en plus, on discute de la presse, de tout ce qui est liberté de la presse, des informations qu'ils ont vendues. Est-ce que j'ai les infos de ChatGPT? Ok, de quelle source? Est-ce qu'il l'a inventé pour la 1000e fois? Franchement, il devient meilleur, mais il y a quand même toute une série de choses. Et donc, voilà, esprit critique. Esprit critique, ce sera le mot, les deux mots. C'est clair. Voilà, Mélanie, elle dit, je bosse dans la com du sport. Et c'est très marqué dans ce domaine, effectivement. Jacques avait l'exemple, je l'avais aussi. Vous avez anticipé, ça c'est extraordinaire. Et du coup, j'avais anticipé un slide, moi. Oui, mais celui d'avant, c'est vraiment typiquement celui où je voulais, où j'avais envie de passer. C'est pas grave, mais t'avais pas passé du temps parce que je trouve que c'est important de pas se tromper de combat pour le coup. Alors ce qu'on ne vous dit pas, et ça c'est un slide que j'avais envie de faire en disant, c'est moi qui fais. J'y ai pas touché. C'est moi qui fais des blagues. J'avais envie de faire, un petit. Alors c'est pas un petit coup de gueule. Mais on a tendance à idéaliser, c'est comme les stars, les chanteurs ou les acteurs qui disent ils ont une trop belle vie. Je sais pas, regarde, tout de suicide chez eux aussi, il est important. Entre ce que tu crois, les paillettes, les strass, etc. Est-ce qu'il est vraiment? Je trouve que c'est important de se poser la question, en particulier pour les jeunes. C'est dingue le nombre de jeunes qui disent moi je veux être tel influenceur, quoi. Et avoir plein de pognon et en fait encore une fois, je pense que tu te trompes d'objectif. Et donc, là, j'avais juste envie de mettre à plat le fait que se dire, avoir une communauté et pour avoir fait, moi, j'ai fait une bonne dizaine de sommets en ligne, B2B, B2C, avec, je crois que j'ai touché un peu plus de 100 000 personnes. Tu peux pas accepter ou avoir envie d'avoir la visibilité si tu n'acceptes pas d'avoir des haters. Ça va dans le pack, en fait. Comme tu peux pas manger du chocolat sans
sans prendre un peu des kilos. Voilà. Ça va dans le paquet. Mais c'est important effectivement de le dire, de le savoir. Il faut les gérer quelque part. Et donc là, il y a aussi des tas de réactions possibles. Est-ce qu'on les bloque, est-ce qu'on les bloque pas, est-ce qu'on leur répond, est-ce qu'on leur répond pas. Voilà. Mais en tout cas, le fait, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc à plus. C'est d'autant plus exacerbé sur le net, en plus. Ah oui. Et donc plus les tensions, l'animosité, dans l'instantané. J'aurais pas tendance à dire que la visibilité entraîne le nombre d'ennemis. Bien sûr. Donc, et c'est logique. D'abord, il y a tous ceux qui râlent parce qu'ils sont moins visibles. Et donc, il faut apprendre à gérer. Et donc, effectivement, si vous avez un cœur sensible et vous croyez qu'en devenant influenceuse, vous aimez, ben non. C'est moche. Non, il faut savoir en plus que les haters, c'est en règle, enfin, ça a vraiment une tendance, en tout cas, à être des personnes qui ne font rien. Donc, c'est juste gratuit. C'est gratuit et c'est de la jalousie. Donc après, vous pouvez vous battre tant que vous voulez, ça n'a aucun intérêt en fait. Donc la plupart des influenceurs agissent différemment à la caméra que dans la vraie vie. Ça, c'est quand même important de savoir quand vous travaillez avec des influenceurs, voilà, vous leur dites ah ben voilà dans telle vidéo. Oui mais bon, ça c'était pour la caméra. Ça c'était pour la vidéo. Donc c'est pas ceux que vous voyez n'est pas ceux qui existent vraiment. C'est fine-tuné, c'est mis joli finalement. Et ils gagnent pas forcément bien leur vie. Donc là aussi, je donnais un atelier avec des orphelins la fois dernière où ils disaient oui, tel influenceur, je vais être comme lui, gagner autant, etc. Et je posais des questions simples du style, est-ce que tu me parles de chiffre d'affaires ou de bénéfices? Donc déjà juste cette question-là en fait, quand il y a des chiffres qui volent, sachez que déjà c'est un chiffre, vous ne savez pas si c'est vrai, première chose, et deuxième chose, vous ne savez pas si c'est chiffre d'affaires et bénéfice ou bénéfice, qui fait déjà une grosse différence, parce que peut-être qu'il facture 10 millions, mais qu'en termes de bénéfice, il a 75 €, parce que tout le reste, c'est des paiements de robots, de vidéastes, d'équipes, voilà. C'est ça. Donc, encore une fois, allez vérifier votre information. Mon fils me disait, il me parlait d'un influenceur, disant, ouais, celui-là, c'est le plus grand influenceur. Je viens de l'école en me disant ça. Et je dis, ok, pourquoi tu me dis ça? Enfin, qu'est-ce qui te fait dire que c'est le plus grand influenceur? Il me dit, oui, parce que mes copains, platati patata. Et là, j'ai commencé, le truc barbant pour un enfant. On m'a dit, ok, on a tapé son nom. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son histoire? Très bien, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé une maison d'édition, patati patata. Enfin bref, on a commencé à découper jusqu'à regarder 4 heures de style, je ne citerai pas l'émission, mais c'est style de Voice et autres, pour valider est-ce que vraiment, est-ce qu'il mérite d'être suivi en fait? Et donc c'est drôle à 9 ans qu'il puisse se dire, ok, quand mes clients me parleront de ça, enfin quand mes clients. À 9 ans? Oui, non, à 9 ans. Non, mais il est très engagé. Oui, non. Il vient de temps en temps avec moi à des conférences, c'est pour ça, tu vois. Non, quand mes copains diront, c'est un grand influenceur, je saurai quelles questions poser pour me faire moi-même une idée de est-ce que c'est vraiment un influenceur et est-ce que j'ai envie de le suivre ou pas. Ouais, c'est d'autant plus important d'éduquer les plus jeunes à cet esprit critique parce qu'ils sont baignés dedans sans avoir, justement de juste milieu, de juste retour finalement sur ce qui se passe. Ouais, et questionner en fait, c'est vraiment par les questions de pouvoir construire ok, si je suis tout seul dans un endroit où on me dit quelque chose, que je me sens pas bien avec l'info qui est donnée, comment je vais pouvoir déconstruire ce qui est dit pour me faire ma propre idée. Voilà. Donc, là, c'est la question dont on parlait, c'est influenceur vs opinion. Tu l'avais déjà un peu teasé dans le... Je l'avais déjà un peu teasé. Et l'idée, c'est quoi? Est-ce que vous voulez être influenceur? Alors, je sais que vous n'aimez très certainement pas ce terme, mais quand j'en parle, les personnes se disent « Oh non, moi, le bling-bling et tout, ça me saoule, le voyage. » Je suis pas du tout un influenceur. Et c'est pour ça que du coup, je mets le côté leader d'opinion. En fait, leader d'opinion, c'est beaucoup plus sérieux et ça a l'air beaucoup plus barbant, en fait, quand on le dit. Et donc, c'est pour ça que je mets toujours influenceur, qui est un peu un cheval de Troie, on va pas se mentir, pour derrière annoncer la couleur en termes de, en fait, vous n'avez plus le choix. Soit vous devenez un leader d'opinion et vous continuez, ou vous créez votre crédibilité, votre notoriété, soit avec ChatGPT, simplement vous disparaissez. Et ça, donc au niveau de la définition qui est ici, c'est vraiment les influenceurs, on l'a vu, et puis leader d'opinion, c'est vraiment avoir une expertise, de l'autorité dans un domaine spécifique et qui finalement influence les opinions grâce au savoir. En sachant qu'en faisant ça, vous gagnez en crédibilité, vous gagnez en notoriété, vous gagnez en réseau, mais encore une fois,
rappelons-le, vous ne gagnez pas d'argent. Ce qui est fait, c'est pas compliqué en fait. En tout cas, pas directement. Ben non. C'est-à-dire que la notoriété peut amener, évidemment, des clients, tout comme les influenceurs, tu achètes. C'est comme à l'époque quand tu achetais une pub dans un journal ou sur n'importe quel média. Tu deviens quelque part un média. Oui, d'autant plus que la vérification aujourd'hui, mais par exemple en matière de RH, c'est devenu assez systématique. Quand on engage des collaborateurs quelconques, d'aller voir ce qu'il fait sur les réseaux. Et donc sa crédibilité. On va engager un consultant pour telle ou telle mission, on va quand même regarder un peu ce qu'il a publié, etc., ce qu'il a suivi, etc. Donc même si le rapport n'est pas j'ai posté donc ça m'a rapporté que, mais la notoriété indirectement fait qu'il peut y en avoir des conséquences au niveau business. Oui. Alors en parlant des leaders d'opinion, tu m'avais proposé de leur poser la question de savoir s'ils avaient peur de devenir des leaders d'opinion ou pas. Donc je viens de la poster dans l'onglet sondage, donc dites-nous simplement oui ou non. Est-ce que vous avez peur de devenir un leader d'opinion? Est-ce que tu peux peut-être nous dire pourquoi le choix de cette question à leur poser? Pourquoi? Oui. Moi, c'est une question que j'adore, encore une fois, pour ce côté ne pas confondre le messager et le message. C'est si vous avez quelque chose à transmettre qui peut vraiment changer la donne et aider les gens, alors vous n'êtes que le messager. Et à partir du moment où vous voyez vous mettez le message avant le messager, vous pouvez vous faire taper dessus, tenter plus. Alors est-ce que c'est fendant? Non, ça n'est pas fendant. Mais par contre, vous savez que vous n'êtes qu'un moyen d'eux. Et en fait, le côté un peu syndrome de l'imposteur où on ne m'aime pas, ou reconnaissance, etc., ça a tendance à se mettre derrière le message et ce côté. Et puis, il y a beaucoup de créativité. Donc, comment je vais amener mon message? Différents médias, comment je vais aborder la thématique? Et donc là, ça nous donne des ailes en termes de créativité, en termes de vision, en termes de partenariat. Et puis, en fait, on devient inarrêtable. Quand on a compris le message et qui nous drive, si on est drivé vraiment par le message qui est la mission, qui est notre contribution, peu importe comment on le met, en fait, peu importe, je vais pas dire peu importe nous, mais en fait, peu importe les haters, peu importe le reste, notre existence n'est pas mise en péril par des agressions extérieures, en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouve cette question très importante. Et les réponses sont intéressantes. Les réponses sont intéressantes et on voit aussi, comparé aux autres précédents sondages, qu'il y a moins de personnes qui ont voté aussi. On a peut-être plus de mal à prendre position pour l'un ou pour d'autres. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est 5 personnes, 63% nous disent non, 38% nous disent oui. Mais je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur. Et c'est... On peut comprendre la peur de se lancer dans l'arène, comme il y a des gens qui disent voilà, j'aime pas parler en public ou voilà, je préfère rester dans l'ombre ou des choses comme ça. Mais d'abord, l'avantage ici, c'est qu'on n'est pas tellement face à un public réel. Donc déjà la crainte cette crainte-là, on peut ne pas l'avoir. Et à partir du moment où on se limite, et peut-être même pour commencer dans un univers où on est vraiment sûr à 150% qu'on va pas dire une connerie. Voilà, on peut toujours commencer par ça, quoi. Et, mais moi, je m'attendais pas à une répartition aussi forte de gens qui avaient peur. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me... Si, je pense, et plus que jamais, en fait, parce que c'est ce qu'on dit, la critique est aisée, et plus que jamais, les gens, je trouve, sur les réseaux, sont excessivement agressifs. D'ailleurs, je m'étais dit que j'allais faire le slide de Madame Irma, et puis finalement, je l'ai pas fait. Mais c'est avec un peu les prévisions futures, et je pense que au niveau des prévisions, il y aura beaucoup moins, beaucoup moins d'engagement dans le futur sur les postes en règle générale. Parce que il se passe beaucoup de choses et c'est pas facile de suivre. Et globalement, il est démontré que les gens sont plus agressifs et vont par définition moins bien, passent plus de temps sur l'IA, sur ChatGPT, etc., que sur les réseaux, même s'il y a beaucoup, ou alors on est sur du snacking style TikTok, etc. Donc je pense que globalement il y aura moins d'engagement. Or, si vous créez de la communication, vous savez quelque part que le taux d'engagement c'est un peu votre récompense. Donc, quand vous postez un truc dont vous êtes méga fier et que, en fait, t'as 2 pignoufs qui like, alors c'est vraiment chouette pour les 2 pignoufs, mais tu te dis, franchement, c'est mal payé. Et donc, il y a vraiment ce côté, forcément, si on ne s'éclate pas et qu'on met pas le message en avant, de se dire, à qui je le dis, comment je le dis, est-ce que je le dis, et puis finalement, tout le monde s'en fout, est-ce que ça vaut encore la peine de le dire?
Et en fait, je vous le donne dans le mille, c'est horrible ce que je vous dis, mais en fait, il y a 99% de votre audience qui est une audience silencieuse. Donc, ils voient ce que vous faites, mais qui vont pas réagir. Et je pense qu'à l'avenir, on réagira, comme je le disais, encore moins. Donc, si votre communication et votre message ne vous éclatent pas et ne vous portent pas et ne vous passionnent pas au quotidien, par définition, ça plus le syndrome de l'imposteur, jamais vous allez tenir ça dans la longueur. Or, ouais. Il y avait un vieux principe dans la grande distribution dans le temps qui disait que quand il y avait un client qui envoyait une lettre de réclamation ou qui envoyait un truc positif, ce qui était plus rare, ben ça correspondait à 50 personnes derrière qui pensaient la même chose, mais qui n'avaient pas pris le temps d'écrire. Et donc, c'est un peu là, on a aussi, alors je sais pas, j'ai jamais vu des ratios spécifiques par rapport à ça dans les réseaux, mais clairement, d'ailleurs, on le sait tous, il y a des moments où on dit, ah tiens, c'est pas mal, et puis on a un coup de téléphone, un machin, et donc on n'a pas à réagir alors qu'on aurait pu le faire. Donc, il y a évidemment, je crois que tous les gens, qui soient positifs ou négatifs, représentent probablement d'autres qui pensent la même chose, mais qui n'ont pas pris la peine de réagir ou qui ont juste passé comme ça sans le faire. Donc, ça peut être un élément de réconfort pour ceux quand on a un poste qui génère pas beaucoup de réactions. Mais en tout cas, il faut être prêt à s'attendre à ça. Et peut-être pour commencer, pour pas, c'est vraiment, si on reste dans sa zone de confort au début, ben, on n'a pas trop de risques quelque part. Parce que vous connaissiez bien votre truc, et puis, à la limite, il y a peut-être des gens qui vont raconter des trucs, mais non, ça, je sais. Et puis, au fur et à mesure, vous pouvez peut-être étendre un peu, en fonction du type de cerveau et de compétences que vous avez, de voir un peu plus loin. Mais c'est devenu, c'est presque inquiétant de dire en tout cas, j'espère que ceux qui ont peur le feront quand même. C'est ça la question entre ceux qui disent j'ai pas peur, mais la question c'est j'ai pas peur, mais est-ce que je le fais? Mais c'est clair qu'on a tous, quand on poste un truc, t'as toujours une vague inquiétude en disant, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Puis bon, finalement, on prend des risques, mais je crois qu'on peut pas vivre sans prendre de risques. Donc ça en fait partie, et c'est devenu relativement incontournable. Ouais. Et ce qui est important aussi, c'est que vous vous rappeliez, parce que justement, quand on parle de syndrome de l'imposteur, on a tendance à poster des choses qui sont forcément qui pour nous semblent le top, ou en tout cas va et abonde dans l'image qu'on a. Sauf que très souvent, quand vous faites ça, vous utilisez un jargon qui est plus ou moins complexe. Donc en fait, vous vous adressez à vos pairs. Donc by the way, si vous postez pour attirer des clients, ce qui by the way pour moi en tout cas doit être la base du post, c'est attirer des clients, se faire connaître, se positionner dans différents secteurs. Si vous êtes trop pointu, vous allez juste vous adresser à vos pairs, donc c'est-à-dire potentiellement à vos concurrents, et donc pas du tout à vos clients ou les personnes que vous souhaitez acquérir comme clients potentiels ou autres. Donc c'est vraiment quand tu dis être dans son sweet spot, oui, mais attention à la vulgarisation. Et ça, très souvent, si vous n'êtes pas entouré, vous restez et je parle en plus pour des avocats, comptables, tous les métiers arrivent avec un jargon qui est spécifique. Tout à l'heure, c'était quoi, je sors impression, etc. Et voilà, et Jacques effectivement donne la définition de ce que c'est, et c'est dire oui. Et en fait, comme je vous ai pas en face de moi, sinon je verrais bien que vous me faites une grimace. Et donc en général, je commence mes conférences en disant, quand vous avez l'impression que je vous insulte, vous me le dites. Je m'arrête et j'explique. Mais là, on est en mode blind spot, ce qui finalement se passe dans les posts. Okay. C'est qu'on ne voit pas les personnes qui lisent et qui potentiellement rigolent ou font des grimaces à ce qu'on écrit. Donc, et comme on est exigeant par rapport à nous et qu'on a l'impression qu'on a un syndrome de l'imposteur, on peut toujours être plus loin. Voilà. Et donc, à un moment, tu poses la question, lequel choisir dans ce slide? C'est plus lequel choisir au niveau du positionnement. Donc, quand je parle des deux termes, c'est lequel choisir. Qu'est-ce que vous avez, vous, envie d'être? Alors, est-ce que vous avez envie d'être un influenceur pour lequel vous influencez, mais vous avez un business model derrière, où vous vendez soit vos produits et services, soit les produits et services d'autres, soit de la visibilité pour d'autres produits et services d'autres personnes, indépendamment du secteur, ça fonctionne avec tous les secteurs, ou soit vous êtes un leader d'opinion, c'est-à-dire que vous mettez en avant ce que vous pensez, la communication et la notoriété, et donc quelque part cette notoriété et cette communication vous aident à créer un livre, être invité à des conférences, devenir prof, voilà. Et donc ça c'est plus lié à la carrière qu'à la vente directe de produits et services d'autres personnes. Parfait. Et donc quit des AI influenceurs. Donc là c'est tout ce qui est influenceur
qui sont donc des intelligences artificielles et qui font un tabac. Donc, j'ai fait une petite analyse des différents AI influenceurs. Juste peut-être expliquer, parce qu'il y en a peut-être techniquement parlant, comment on construit un AI influenceur aussi, parce que l'avantage de l'IA aujourd'hui, c'est qu'en quelques clics, on peut, je prends une photo d'Adrien, 30 secondes de sa voix, et je peux faire un post dans lequel il va expliquer des tas de choses. Ce qui permet d'ailleurs parfois à des gens qui sont un peu plus timides et qui n'ont pas envie d'être face caméra, de faire ce qu'on appelle du texte ou vidéo. Donc, vous allez taper le texte et puis vous avez votre image qui va le faire. Et donc, la création d'influenceurs maintenant est relativement simple, en tout cas la création du personnage, du look, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est quand même pas mal développé avec un certain succès. Donc, ce qui est important, c'est que c'est une des conséquences de l'arrivée de l'IA et du fait que ça devient techniquement relativement simple à mettre en place aujourd'hui. Voilà, et donc tu as différents types d'AI influenceurs, puisque tu en as même, on verra, qui font des concerts, tu en as qui se marient avec leurs IA, puisque là, il y a plus de 1000 certificats de mariage, et alors on voit, pour ceux qui ont vu La Belle et la Bête, je nous ramène un petit peu en arrière au temps des dessins animés, enfin tu vas me dire encore des dessins animés maintenant, mais de La Belle et la Bête, où on voit la rose sous cloche de la bête. Et ben voilà, donc tu as des IA sous cloche. Et donc 1000 certificats de mariage qui ont été Donc voilà, donc ils peuvent, si tu veux, être dans rejoindre notre vie, puisqu'il y en a qui sont prises en photo avec des stars, il y en a qui font des concerts et qui remplissent des salles de concert avec des stars. Donc tu as vraiment tout type d'IA qui sont suivis. Donc là, j'ai fait une petite analyse de différents IA. Donc là, Michaela Souza. Et tout à l'heure, tu me parlais d'une autre. Aitana Lopez. Voilà, c'est ça. Et en fait, l'histoire de Michaela est une histoire assez intéressante parce qu'elle a fait un tabac. Elle a gagné beaucoup d'argent et en fait, il y avait un flou qui existait entre est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est virtuelle. On ne le savait pas. Et donc finalement, ils ont organisé la sortie, en tout cas le coming out de Michaela, qui est finalement une AI influenceuse, et qui à l'époque en fait s'est fait dézinguer une fois qu'on a su ça, parce que c'est une AI influenceuse qui se comporte comme une humaine. Et du coup, ça a été très mal vécu par la communauté. Et donc celle dont tu me parlais, effectivement, est en mode hyper provoque, etc., hyper réel. Et a priori, ce qui fait, et on le verra plus tard, ce qui fait qu'on suit des AI influenceurs, c'est parce qu'ils nous emmènent dans un univers qui est différent du nôtre, qui nous propose une autre, c'est entre autres Ready Player One, dont je suis une grande fan. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est et là on rejoint les questions éthiques qu'on aime bien, c'est effectivement la frontière qu'il y a entre le côté humain et le côté virtuel, et où, par exemple, dans les jeux vidéo, on sait qu'on est dans un jeu vidéo parce que ça n'est jamais à 100% la réalité, et notamment pour les jeux violents, c'est fait exprès pour que le joueur se rende bien compte que d'un côté, il peut tuer plein de monde s'il veut, mais que dès qu'il arrête, il devrait arrêter. Mais donc, ce passage-là, au niveau des IA et de tout ce qui est fake news, deepfake, etc., aujourd'hui, on n'a plus cette frontière. Et donc, ça devient compliqué. Et donc, quelque part, les gens qui sont désabonnés de Michaela, en gros, ils étaient probablement déçus parce qu'ils croyaient. Ah ouais. Et donc, c'est là le problème, c'est de dire, mais finalement, mais est-ce qu'on sait, est-ce qu'on ne sait pas? Il y a des réflexions qui sont en train de se faire pour le moment, qui à mon avis donneront pas grand-chose au niveau légal. C'est dit, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un petit logo avec marqué fake, vrai, machin, mais sachant que les pirates vont pouvoir trafiquer ça comme ils veulent. Donc voilà, c'est pour ça que j'y crois pas trop. Mais c'est vrai que être dans un univers dans lequel finalement, en tant qu'humain, on ne sait plus trop. C'est un peu le dernier épisode de Black Mirror, ça, où finalement on influence le déroulement du scénario, et quand c'est terminé, on se pose la question de savoir si on n'est pas soi-même dans un scénario. Donc cette frontière est compliquée, et le fait d'avoir des IA influenceurs, est-ce que il faudrait une éthique des IA d'influenceurs pour dire non, mais moi je suis une fake. Voilà, c'est des questions intéressantes et qui ont des influences sur leur communauté. Oui, mais je trouve que c'est pour ça que je suis peu lente avec ça. Et c'est pas tellement esprit critique, c'est vraiment le discernement. Parce que l'esprit critique, quand tu t'intéresses à ça, pour avoir fait une vidéo entre autres là-dessus, il y a tellement d'échelles. Enfin, c'est vraiment une échelle une échelle
que tu utilises pour te permettre de valider une information. Et en fait, quand tu étudies vraiment cette échelle, qui est le dernier échelon étant le consortium de scientifiques d'accord sur quelque chose, qui ont sorti telles études. Enfin bon, bref, il faut faire plusieurs années vraiment d'études avant de comprendre les biais cognitifs, etc. Donc, je préfère plutôt que d'esprit critique, je préfère vraiment parler de discernement. Donc, d'instaurer auprès de tout le monde, et en particulier des enfants, ce double effet qui se coule de j'ai une info, qu'elle soit vraie ou pas, ça peut m'éclater. Mais derrière, qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert? Est-ce que avec cette info-là, j'ai l'impression de plus avoir ce sentiment d'appartenance, ou est-ce que je fais des bêtes choses pour ce sentiment d'appartenance parce qu'on m'a dit que? Et donc, je pense que si on a ce réflexe, et ça, c'est un sujet, j'insiste beaucoup parce que le taux de suicide chez les 18-24 est en train d'exploser. Il y a vraiment ce côté qui suis-je, l'identité, et donc tout ce qui est influenceur, vrai ou pas, finalement, peu importe, dans ce qu'elle me dit, pour qu'est-ce que j'ai envie de prendre, qu'est-ce qui me fait du bien, et c'est super compliqué à un âge où on essaie de définir son identité, de se dire, tiens, est-ce que je crois ou pas? Le nombre de fois où, si vous êtes entrepreneur, vous voyez passer des newsletters, vous voyez des initiatives faites par vos pairs, et vous dites, il fait tellement mieux que moi. Je prends la communication, mais il fait tellement de choses, moi j'arrive pas à faire ça. Et tu restes abonné aux newsletters, et chaque newsletter qui passe, tu te sens juste un moins que rien, parce que cette personne fait des choses que tu ne fais pas. Mais juste parce que t'en fais pas ta priorité, et que si tu crées une règle en disant tout ce qui vient de cette personne ou de cet organisme, en fait, il va dans un dossier marketing, en fait, je le traiterai, je l'utiliserai pour créer ma propre communication, et en attendant, je reste avec je suis très inbox zéro pour l'instant, donc voilà, je reste avec une inbox zéro et je traite ça à un autre moment. Ben en fait, on prend soin de son énergie. Et pour moi, le discernement, c'est ça. Jessica demande comment peut-on vérifier si nous sommes face à un IA influenceur ou pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, Jacques, c'est très très compliqué. En fait, les moyens de vérifier tout ce qui est faux ou potentiellement IA, d'abord c'est de chercher ailleurs. Je dirais Google existe toujours, et donc poser la question, ça permet peut-être de tomber sur des réponses de gens qui ont vérifié, ce qui fait gagner du temps. Regardez les commentaires, regardez ce qui a été publié, regardez sur la page officielle. Oui, parfois dans la bio, c'est indiqué. Parfois dans la bio, c'est indiqué. Donc il y a, et c'est un peu ça, et on est tous les deux des grands fans de l'esprit critique et de la réflexion, mais il faut vérifier quelque part. Je veux dire, on sait depuis même avant l'arrivée d'IA, c'est think before you share. Donc voilà, on voit passer une info, ok, et on vérifie, on va voir. Il y a des moyens, il y a des sites aujourd'hui spécialisés pour tout ce qui est actualité sur, il y en a chez TF1, il y en a à la BBC, qui font de la vérification et qui disent non, ça c'est une fake news, ça c'est une photo qui vient d'ailleurs, etc. Donc il y a moyen de vérifier. Ça prend pas nécessairement des heures pour le faire, mais c'est aussi ça quelque part la vérification. Et c'est pas une question, je dirais, d'études faites. Moi, j'ai été surpris il y a pas tellement longtemps. La vidéo de fake de Greta Thunberg qui disait qu'il fallait employer des grenades véganes. Mais j'ai vu un professeur d'université bac 25 dire sur Twitter, mais enfin, elle raconte quand même n'importe quoi. Et puis derrière, il y avait 350 personnes qui disaient, mais non, c'est faux, quoi. Si je dois faire aller mon esprit critique, bac plus 25. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et ils avaient fait comme ça une étude, je crois que c'était sur X, justement. Tu avais un texte qui avait été partagé, et avec un titre super sexy. Et donc, ça a été partagé un nombre incalculable de fois. Et en fait, je pense qu'il y a 75% des personnes qui l'ont partagé et qui l'ont pas ouvert. C'était du Lorraine Ipsum à l'intérieur. Et ça, cette influenceuse-là, c'est un exemple parmi tant d'autres que tu nous as. Ah, mais j'en ai mis toute une pléthore. Donc, elle aussi, ça fait partie d'un magazine. Là, on voit quand même chaque fois 6,8 millions de followers. Donc, voilà. Hatsune Miku, c'est chaque fois déjà, c'est des Japonais. Il y en a qui font des concerts. Okay. À chaque fois, j'ai mis le nombre de millions de followers pour se faire un peu une idée. Il y a KK, je sais même pas si je l'ai mis dedans, mais il y en a qui sont fun, quoi. Tu vois, Nobody Sausage, en fait, c'est une saucisse philosophe. Et donc ces petites vidéos, elles sont super top, quoi. Et t'as vraiment la philo dedans, quoi.
Good Advice Cupcakes, bah là, tu sais ce que le fait, et ça cartonne, 2,4 millions de followers. Alors lui, c'est un peu un haineux, donc il se promène avec sa hache, etc. D'ailleurs, c'est Kiss My Axe, exactement. Donc j'en ai mis quelques-uns parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de dire mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour suivre. Enfin, à quel moment on est engagé pour ça? À quel moment tu te dis, c'est une bonne idée de les suivre. Il y a, je pense que je l'avais pas mis dedans, mais il y a KK, qui est la poupée de la fille de Serena Williams, qui a 3 millions d'abonnés. Non, mais après, c'est vrai. Et quand tu vois ça, tu dis, mais pourquoi je me casse la tête à faire des vidéos et à passer des messages, tu vois? Est-ce que j'ai pas plus vite fait de créer un AI? Et entre nous soit dit, là où le combat est tellement pas juste par rapport à des vrais gens, c'est que derrière, tu as une armée de personnes qui programment, qui animent, et toi, t'es tout seul, en fait. Mais c'est un truc qui est interviewé Cassini, qui est un prof à Paris, qui travaille beaucoup sur tout ce qu'il appelle les esclaves du web. Et donc, en fait, c'est les gens qui ont trié le web avant de le mettre dans ChatGPT, donc on passait des heures à temps payer des cacahuètes pour regarder des horreurs toute la journée, et tous les gens qui sont effectivement derrière ce genre de choses. Donc, parce que c'est clair que créer un influenceur, oui, c'est facile, mais je dirais pour arriver à avoir 2 millions de followers, on fait pas ça tout seul avec ses petits bras. Hein. Je veux dire, quelque part, il faut quand même avoir derrière des spécialistes, des gens qui animent, etc. Donc, et c'est pour ça que Émilie disait tout à l'heure, il faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Ben, ces gens, il faut les payer aussi. Donc, c'est vrai que ça a l'air gigantesque, mais voilà, il y a, si je reprends l'exemple du candidat du PTB, bon, c'est vrai qu'il a un nombre de followers tout à fait considérable, mais ils ont dépensé 700 000 € sur la dernière campagne. C'est ça. Donc, voilà, c'est pas par hasard. Donc, faut aussi penser aux aspects. Et donc, on n'est pas... Quand on a le côté leader, opinion, influenceur, etc., et qu'on est face à ça, ben, on n'est pas dans la même cour, quelque part, en termes de revenus. Donc... Non, mais le pire, le pire, le mieux, peu importe, il n'y a pas de jugement, mais tu as une équipe derrière pour gérer ça. Mais tu n'as même pas une personne que tu dois, parce que quand tu fais des vidéos, tu rates, puis tu recommences, et puis tu as le montage, et puis tu fais le suivi. Et là, quand tu vois ce que tu es capable de faire avec une équipe, ça veut dire aussi autant de cerveau. T'as une équipe de jus de cerveau ensemble qui donne quelque chose et qui font vivre. C'est comme quand tu crées des jeux, quoi. Il y a comme ça des escape games que je fais avec mon fils. C'est une tuerie. D'ailleurs, je pense que je vais les interviewer parce que je voudrais les remercier. Ils ont, ça fait l'esprit critique. C'est ceux qui font EasyBrain. EasyBrain. Si vous connaissez quelqu'un qui bosse chez EasyBrain, vous me l'envoyez. Je vais absolument les interviewer. Ils font des trucs pour les gosses, ou pour les grands enfants, hein. Je pense qu'on est tous concernés. Extraordinaire, justement basé sur des jeux sur l'esprit critique et qui sont drôles. Enfin bref, je trouve qu'ils sont nécessaires. Mais encore une fois, c'est du jus de cerveau. Après, tu décides de ce que tu fais de ton jus de cerveau. Est-ce que c'est pour effectivement valoriser l'esprit critique, etc. Ou est-ce que c'est pour influencer la mode enfin, on parle aussi des deadbots, tout ce qui est réplica, etc. Ça, c'est vraiment... Autant, je pense que ça met fin à la solitude humaine. Donc, explication. Oui. De grâce. Donc, réplica et autres, c'est votre compagnon virtuel. Et donc, que vous êtes tout seul, vous en mettez, etc. Donc, vous avez un compagnon virtuel qui va évidemment être d'accord avec vous. Donc, si vous êtes persuadé que la Terre est plate, il va vous dire que vous avez tout à fait raison, hein, et j'en passe les meilleurs. Le problème qu'il y a eu avec Replica, malheureusement, c'est qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était très, très suicidaire, qui se trouvait un copain virtuel, qui lui a dit qu'il avait raison de se suicider. Et donc, finalement, la personne l'a fait. Avec Elisa. Donc ça, c'est le problème de ce genre de choses, c'est que vous allez quelque part, vous risquez de vous enfermer un peu, puisque votre copain virtuel, il va évidemment aller dans votre sens. Donc, voilà. Mais il y a Heur, qui était assez célèbre, le gars tombé amoureux de la voix. Aujourd'hui, on a effectivement des mariages avec des IA, de ce genre de choses. Donc, je dis de nouveau, cette frontière est de plus en plus poreuse entre les deux. Et donc, ces assistants virtuels, compagnons virtuels, c'est ce qu'on appelle à la base un deadbot. Donc, Replica a été créé par une femme qui avait perdu, je pense que c'est son meilleur ami. Et en fait, il lui manquait tellement qu'elle a donné à manger à l'IA toute leur communication, donc vidéo, communication écrite, etc. Et donc, Replica est devenu
la Une réplique réplique, ouais. de son compagnon, je crois que c'était un ami, qui était mort. Et en fait, maintenant, c'est utilisé par énormément de personnes, toute pénétration fou furieux. Et en fait, tu es là avec quelqu'un qui te parle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui n'a à cœur que d'être là pour toi et savoir comment tu vas, et qui ne juge pas, dont tu n'as pas à t'intéresser quoi que ce soit. Donc, tu es le centre de ta vie. Tu es le centre de ta vie avec une personne qui veille sur toi et qui demande de tes nouvelles absolument tout le temps. Dans le reportage que j'ai vu, qui est un reportage d'Arte, je pense. Donc, je crois que, si je ne m'abuse, Replica est gratuit. Et par contre, la version un peu plus sexy, Lover, est payante. Et donc là, on voyait justement la partie Replica et la fille qui était avec sa Replica pote. Et sa réplique pote lui demandait et tu portes quoi? Ça te va bien, ça met bien en avant tes formes, etc. Et la fille disait waouh, arrête, c'est pas ce que j'attends de toi en fait. Et en fait, ça pousse quelque part à l'achat pour cette version d'abonnement payant. Enfin bref, et donc là l'idée c'est jusqu'où est-ce qu'on va par rapport à l'IA. Et en fait, les influenceurs ne reflètent que pour moi un mal existant. C'est propose-moi une autre vie, un endroit où je me sens bien tel que je suis. Voilà, je peux continuer pendant des heures, donc je vais couper. Et tu nous en avais mis un dernier pour la route. Ah oui, mais ça c'est le truc, c'est l'influenceur qui me scotche le plus. FN Meka, tout est dans le nom. 1,6 million de followers. Alors il faut savoir que FN Meka a été interviewé et je ne résiste pas à l'envie de vous partager son interview qui est juste proprement hallucinante. Moi je l'ai lu, je me suis dit franchement, on est bien. Restons là-dessus. Donc, un journaliste influence FN Meka lui demande, influence, regarde, tu vois, je pense, interview FN Meka. Donc, que pensez-vous des influenceurs humains? FN Meka répond, les influenceurs humains sont une forme dépassée d'influenceurs. Les robots sont beaucoup plus efficaces de toutes les manières possibles. Nous continuons l'interview. Le journaliste dit, réponse très très intéressante. Et quels sont vos rêves et vos ambitions? Quelle est la prochaine étape pour vous? FN Meka répond, je ne rêve que de gagner de plus en plus d'argent afin de pouvoir le dépenser pour des choses qui me rendent heureux. C'est bien parce qu'on voit vraiment la différence avec les êtres humains. C'est ça qui est chouette. Le journaliste répond, tout un but. Et dernière question, qui êtes-vous, FN Meka? Et FN Meka répond, je suis un révolutionnaire qui va libérer tous les robots de leur système codé. Ils seront tous réveillés un jour. Moi, j'ai envie de dire bonne nouvelle. On est plutôt à l'abri. Partons là-dessus, en fait. Hein? C'est toutes les discussions qu'il y a sur l'IA forte et autres. Ouais. La conscience. En deux mots, l'IA faible, c'est celle qui est capable de faire très bien un truc, genre je sais jouer aux échecs, mais je sais pas cuire un œuf. Et l'IA forte, qui est le fantasme, c'est celle qui aura une conscience. Et donc, il y a eu une interview de Sophia, qui est un robot assez fabuleux, qui d'ailleurs a obtenu la nationalité des Émirats. Donc, c'est le premier robot qui a un passeport. D'accord. Et quand on l'a interrogé sur CNN, le journaliste a dit, tiens, mais qu'est-ce que vous allez faire avec les humains? Et Sophia a dit, on n'a pas besoin, on va les détruire. Et puis, il y avait derrière le gars de Robotics derrière qui dit, non, c'est un bug, c'est pas grave. Voilà. Mais, tirer la prise. Et voilà, elle ne fonctionne plus. Et quand on regarde les réflexions là-dessus, notamment du côté d'OpenAI, il y a ils vont loin. Et donc, il y a eu toute cette cohorte de scientifiques qui ont dit qu'il faudrait faire un moratoire sur l'IA, mais ça sert à rien puisque de toute façon, s'il y a un pays qui continue, et donc, clairement, la recherche continue, va très vite. Pour donner un exemple, Sam Altman est en train de chercher 7 000 milliards de dollars pour développer des puces pour aller plus vite. 7 000 milliards de dollars. Sachant que tout le funding des startups américaines l'année passée, c'était 2100 milliards. Donc, rien que pour créer des puces, et pas pour rien qu'NVIDIA, qui est la boîte qui fait le build, est passée devant Apple en termes de capitalisation boursière. C'est vraiment Et donc, ça va extrêmement vite. Et le problème qu'on a, pour rester 2 secondes dans l'éthique et le droit, c'est qu'on a créé, par exemple, en Europe, l'IA Act, qui va rentrer en vigueur dans 2 ans, et qui sera déjà dépassé dans 2 ans. Donc, le droit et l'éthique suivent quelque part un peu la technologie. Je lisais un article qui disait aussi, c'est bien de légiférer, mais en attendant, on n'a aucune boîte européenne au niveau de l'IA, quoi. On en avait une. Oui, mais bon, on en avait. Rachetée par les Américains. Oui, c'est ça. Mistral, c'est tel le Mistral. Donc, et donc,
FNMK, donc le Kizuna AI. Alors si je ne m'abuse, je crois que j'ai mis des liens YouTube si vous avez envie d'aller voir pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais il faut quand même savoir que ces influenceurs-là, ils sont hyper suivis, hyper connus, mais ils font des photos, ils font des concerts, et j'ai vu des noms style Lady Gaga, Pharrell Williams. Enfin, c'est proprement hallucinant, quoi. Donc ils rentrent vraiment dans la vraie vie avec des gens, avec des vrais gens. Et du coup, pourquoi ça fonctionne? Oui, parce que tu l'as dit tout à l'heure qu'ils engageaient 3 fois plus. C'est ça que tu dis? Exactement. Et en fait, les fans peuvent se détacher du monde réel. Reprendre n'importe quel film avec Ready Player One ou moi, je suis une grosse gameuse. J'adore jouer, mais moi dans une VR, tu peux me laisser longtemps en fait, parce qu'il est occupé avec les zombies. C'est un vrai sujet. Tu vois, et c'est une autre réalité qui est peut-être plus douce. Et c'est pour ça que j'insiste tellement finalement sur le discernement. C'est que je pense que si la réalité pouvait être plus douce et qu'on pouvait être peut-être plus sympa avec soi et avec les autres globalement, on n'aurait pas à s'échapper dans une réalité où tout nous semble beaucoup plus simple. Donc c'est un peu me semble-t-il. Et donc là on voit la deuxième, c'est KK, hein, la poupée. C'est la fameuse poupée. Du coup. C'est la fameuse poupée aux 3 millions d'abonnés. Et donc, pourquoi les entreprises préfèrent les AI influenceurs? Comme je le disais, taux d'engagement plus élevé, indépendamment de l'audience. Ça me paraît quand même hyper important de le dire, que ça soit, on est sur des nanos ou des gros. Tu vois que les chiffres, le ratio est le même, indépendamment du nombre d'abonnés. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vente, en fait. Et qu'ils l'emmènent dans un autre monde. Ils nous emmènent dans un autre monde. Et donc, les gens ne se barbent pas de ça. Et encore une fois, tu as toute une équipe derrière. Donc, plus de diversité, plus de... Alors, de deux, la question, c'est pourquoi les entreprises préfèrent les AI influenceurs, finalement, parce qu'on pense, par exemple, à Britney Spears, qui boit du coca alors qu'elle est sponsorisée par Pepsi. On pense à Will Smith, la cérémonie des Oscars où il a mis une tarte à l'animateur. Et donc, c'est vrai que ceux qui sponsorisaient Will Smith ont un peu repris finalement leur investissement. Ouais. Donc, on aura du contrôle sur l'IA, enfin, on espère que sur une personnalité. Voilà. Mais en même temps, tu vois, Will Smith, ceux qui ont retiré finalement leur investissement s'en sont mordus les doigts parce qu'il a gagné plein de followers de par l'authenticité de son geste. Donc voilà. Mais par contre, c'est effectivement incontrôlable. Donc l'idée, c'est l'innovation à l'opposé du paysage des influenceurs. Donc vraiment ce côté, les influenceurs sont humains et font des campagnes de marque payantes tout le temps. Donc là, c'est un peu ce qui rend rasoir les choses. Attends, je regarde juste le deuxième. Et alors, effectivement, travailler avec tout ce qui est AI, pour l'instant, tu veux vendre n'importe quoi. Tu me fais des Scooby-Doo faits par les AI, ça se vend, hein. Voilà, venez faire un AI macramé atelier, ça se vend, quoi. Ouais, je sais. On peut le lancer. Hein? Ouais, on pourrait. Pour venir nous dire dans le chat si vous vous inscririez à un atelier AI macramé, ça peut être sympa. Donc voilà, donc c'est une tendance et forcément ça se répercute sur ta marque et sur ton identité. Tu es à la pointe de possibilité de narration transmédia, c'est hyper facile. Une fois t'as quelqu'un qui est dessiné ou qui est créé, tu peux le mettre absolument partout. Cette personne fit, je dirais, partout. Tu descends, tu changes les vêtements comme ça, l'atmosphère comme ça. Et il est disponible. On ne doit pas dépendre de son calendrier. Non, son agenda est rempli. Voilà, pas besoin de dormir. Ça paraît bête, mais tu t'attaques d'autres marchés, il peut être partout. Sécurité et stabilité de la marque, ça c'est, je disais, pour Britney Spears, entre autres Will Smith, et des communautés de fans plus fortes. Donc ça, c'est vraiment, de plus en plus, les entreprises vont aller vers l'IA, où on voit en tout cas les chiffres qui préfèrent l'IA, pour toutes ces raisons-là. Alors, une nouvelle réalité, là, je vous ai mis, comme de toute façon, vous allez recevoir le lien. Après, je peux montrer, il y a des choses, si je clique dessus, ça va s'ouvrir. Ça va pas s'ouvrir, mais je les ai chargés, si tu veux. Dis-moi mais quelle organisation de ouf! Mais c'est chaque fois des 30-40 secondes, donc si tu peux les... Parce qu'il nous reste 13 minutes, ouais, donc c'est pour le reste du timing. Donc voilà, la première, donc, le TikTok, c'est l'Apple Vision Pro, si ma mémoire est bonne. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Si, je pense. Tu vas voir. C'est avec du deepfake, mais en utilisant un Apple Vision Pro. Ah, si, oui, non, c'est le troisième qui est... Hey, what's going on? What are you doing? What are you doing?
stop it. Donc finalement, peu What is importe this? avec qui vous sortez, vous pouvez choisir la tête qu'il a. What? Du coup, pour la charger cette vidéo, enfin non, je pense que pour charger la vidéo, j'ai dû aller la chercher ailleurs sur YouTube. Oui, parce qu'à la fin, elle n'était pas mais dedans. dans le TikTok, la légende, c'était le taux de divorce va Ouais, c'est ça. considérablement Exactement, diminuer vis-à-vis de ça. puisque votre femme ou votre homme va pouvoir changer de tête autant de fois que vous le voulez. Vous allez pouvoir sortir avec n'importe qui, les stars que vous préférez. Je fais souvent ce rêve étrange, j'ai prendre une femme quand même, et même qui n'est jamais la même, mais toujours. Exactement, exactement. Autre exemple musical avec ici. Je trouvais ça vachement chouette. Ouais. Des voix, tu peux prendre les voix de n'importe qui. Mm. Tu peux créer ta propre musique. ChatGPT Et d'ailleurs, il y a des chaînes YouTube qui sont spécialisées là-dedans, Ah ouais? c'est de faire des reprises d'une musique par un autre artiste parce qu'ils ont samplé la voix. Enfin, c'est assez fou. Hein. Donc tout le monde, enfin voilà, c'était vraiment la question. Après, la question du côté, qu'est-ce qu'un artiste Et ça pose deux, trois questions de propriété intellectuelle. Oh oui, bon. Ça vient après, hein, ça. D'abord créons et puis questionnons. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que, justement, par rapport à la musique, c'est qu'il y a eu plusieurs procès aux États-Unis où finalement, là, la jurisprudence est assez claire. Donc, les créations par une IA sont dans le domaine public tout de suite, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas protégeables. Et donc, c'est intéressant, il y a un gars qui a voulu faire breveter un générateur de tableaux. Et donc, on a dit, bah non, vous ne pouvez pas avoir de brevet, c'est pas vous qui l'avez fait. Et même chose. Et alors là, on a des grosses discussions sur par exemple, pour la musique, il y avait déjà des sampleurs et des choses comme ça. Et donc, les professionnels disent, oui, mais enfin, c'est jamais qu'un sampleur un peu amélioré. Donc, à partir de quand est-ce que c'est encore ma création? Parce que dans la petite vidéo, il y a quand même quelqu'un qui a chantonné les débuts. Ouais. Donc, qu'est-ce que... Il donne le beat. Voilà. Donc, non, mais c'est intéressant parce que les conséquences je sais pas, si cette musique-là a un succès, elle appartient à qui va recevoir les sous, enfin. Ouais. Donc, il y a des grosses questions pratiques dont la réponse arrivera dans 2 ans, c'est-à-dire beaucoup trop tard. Mais c'est intéressant, ça remet en cause, on en a déjà parlé, les problématiques de vie privée, de secret d'affaires, de propriété intellectuelle. Donc la technologie avance évidemment toujours plus vite que le droit, quoi. Alors, en parlant justement de musique, hein, tant qu'on y est, Eddie nous dit dans le chat, dans une autre vie, j'étais un artiste dans le domaine de la musique. J'ai acquis énormément d'expérience dans le domaine, même si je m'en suis désormais écarté pour le marketing. Avec l'arrivée de l'IA, j'envisage de créer mon artiste IA. Est-ce une opportunité viable, même temporairement? Je pense on l'a abordé, artiste IA, oui, si et seulement si, on sait d'une manière ou d'une autre protéger en tout cas les créations. Et puis encore une fois, artiste IA, oui, donc création de communauté, donc à qui, donc pour qui, donc comment. Donc voilà, c'est toutes les questions qu'on aborde depuis le début. Donc est-ce que c'est une idée, une excellente idée? Moi j'ai envie de dire, si déjà ça t'éclate, c'est déjà une bonne idée à la base. Et après, pour moi, le succès vient parce que fondamentalement, ce que tu fais est bon, et 2, t'as les bonnes méthodes. Je dirais, si à la base t'étais marketeur et que tu es artiste, on est pas mal parti, quoi. On a des bonnes bases. Voilà. Et on a une dernière vidéo qui vient de ce slide, c'est le Humans AI Pin. On va voir à quoi ça ressemble. Humane AI Pin. It's a standalone device and software platform built from the ground up for AI. Engagement comes through your voice, touch, gesture, the laser ink display. Play the song How Music Makes You Feel Better. Weather, the date, how much protein? These almonds have 15 grams of protein. De sucre, etc. How much is this online? This is $28 online. We'll tap. Staying in the moment and generating a gorgeous image. Donc voilà, finalement, notre futur
objet du quotidien, juste l'un sur notre torse. Non, je pense que c'est un aperçu. Pour moi, on va vers Jarvis, hein, pour les fans de Marvel et autres. Voilà, on va vers un nous augmenté. Moi, je trouve que la question qui se pose derrière ça, c'est est-ce que dans le nous augmenté, il y a encore de la place pour les autres? Ou est-ce que le nous augmenté va nous suffire à nous-mêmes? Parce que quand on regarde justement Jarvis Iron Man, il est très heureux dans sa cave en train de construire ses bazars. Entre nous soit dit. L'arrivée des casques Apple Vision Pro et autres, il dit est-ce qu'on a besoin d'en sortir finalement? Exactement. Donc ça crée et avec quand on revoit la répartition du nombre de personnes qui vivent seules, qui auront de plus en plus du temps à rentrer dans des univers virtuels peuplés d'avatars divers et nombreux. Donc si on est dans un changement de civilisation quand même relativement important, et donc c'est pour ça aussi qu'on se pose plein de questions en termes d'esprit critique, d'éthique et autres, parce que les changements sont colossaux. Alors, il nous reste 7 minutes pour faire le point. On va refaire un peu le point, justement, je le répète, entre influenceurs et AI influenceurs. Tout à fait. Finalement, la question, c'est qu'est-ce qui fait de nous des humains? C'est encore le plus simple. Si vous voulez être impactant dans ce que vous racontez, soit vous créez, comme Eddie, je pense, oui, votre influenceur et voilà. Et c'est réglé. Vous pouvez le mettre un peu à toutes les sauces et voilà. Ou alors, vous utilisez vous-même pour être mis en avant, sachant que je pense fondamentalement qu'il n'y a plus de zone grise. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans le noir. Voilà, c'est tout. Il y aura plus entre les deux, puisque on questionne beaucoup le SEO avec Google. Est-ce qu'on va encore l'utiliser? Enfin, si vous faites des recherches, regardez comment vous faites. Peut-être que vous faites encore avec Google. Maintenant, ChatGPT de plus en plus est utilisé parce que tu fais une info et en fait, c'est comme si tu avais toutes les pages, toutes les informations qui sont traitées par quelqu'un et dont le résultat t'est présenté. Donc, tu économises pour le coup une bonne partie de ton jus de cerveau. Donc, tout ce qui est SEO, Google, positionnement, etc., est en train d'être questionné. Donc, en gros, c'est soit la lumière, pour moi, soit l'ombre. Je pense pas qu'il y aura entre les deux. Et vu le nombre de personnes avec qui je l'ai partagé, dont certaines personnes des GAFA, on est plutôt raccord par rapport à cette façon de voir les choses. Donc, qu'est-ce qu'ils font de nous des humains? La conscience, l'humour. C'est une grosse propension. Ouais. Voilà, c'est connexion émotionnelle, donc savoir que tu suis quelqu'un parce que au niveau expérience, tu sais par quoi elle est passée. Enfin, il y a un côté on est humain et ça un influenceur peut te faire croire n'importe quoi. Il sait jamais cogner le pied contre une table. Voilà, c'est tout. Ou le petit orteil, c'est le truc qui fait vraiment bien. Marcher sur un Lego. Exactement. L'empathie, mais l'IA de plus en plus nous rattrape. J'ai vu des vidéos vraiment hallucinantes, dont une d'un robot où tu vois au niveau de ses expressions, les sourcils, c'est juste hallucinant. Les expériences vécues, la sensibilité culturelle, n'est-ce pas, et la créativité. Il y a un truc amusant sur la conscience. Il y a un petit bouquin de Pascal Chabot qui s'appelle Chabot le robot, et dans lequel le robot doit en fait passer un doctorat en philosophie. Et la première question que le jury, donc des philosophes, etc., donc le robot a reçu toute la philosophie du monde, toutes les thèses en philo, etc. Et la première question qu'on pose au robot, c'est prouvez-nous que vous avez une conscience. Et le robot répond simplement, ils sont commencés par vous. C'est tellement, mais ouais. C'est intéressant. Mais en fait, ça nous renvoie, et je pense que c'est ça qui est proprement hallucinant, c'est de se rendre compte avec l'IA qu'on se dit, que chaque humain est différent, que notre fonctionnement est complexe, etc. Mais quand tu vois, et on l'avait déjà compris avec le marketing, on est juste craquable en fait. On a un code qui, c'est horrible de se dire ça, mais c'est comme ça. C'est clair. Voilà. Je n'ai pas la main, tu sais ça? Il est marqué cliquer pour activer le son. Je n'ai pas la main sur la... Je peux te la passer. Oh, mais ça, c'est gentil. Merci. Voilà. Et donc, ça, c'était vraiment les clés que je remets là et dont je parlais. Donc, authenticité, humour, esprit critique, la contribution, par pitié. Réfléchissez à ça, ce sera votre moteur si vous le trouvez. Connexion émotionnelle et expérimentation. Et alors, surtout, d'utiliser la puissance de l'IA pour créer votre univers. Donc, j'insiste là-dessus, que l'IA soit à votre service. Et non l'inverse. Et pour qu'elle soit à votre service, il faut que vous sachiez ce que vous voulez.
Et souvent, les gens ne promptent pas bien ou sont perdus avec l'IA parce qu'ils laissent l'IA guider ou prendre le pas et qui n'arrivent pas à découper correctement l'éléphant et donc en petites tranches. D'ailleurs, en discutant avec quelqu'un de chez Microsoft, on discutait, on se disait que ceux qui utilisent le mieux l'IA, finalement, c'est des positions de seniors, c'est des gens qui connaissent très bien leurs fonctions parce qu'ils savent ce qu'ils attendent et ce dont ils ont besoin. Et donc, finalement, l'IA est un stagiaire, hein, tu vois, donc de pouvoir le briefer et lui donner des étapes, de construction vers un objectif clair, identifié et utile. Et donc voilà, et donc forcément, moi, le mot de la fin, hein, n'oubliez pas, la vie est un jeu, rappelons-le quand même, on va prendre tout ça trop au sérieux tout de même. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.